Un convoi de SUV noirs file le long de la High Line de New York et s'arrête devant chez Jean-Pierre Labaguette. Des gardes du corps armé descendent des véhicules, sécurisent la zone, puis font signe que tout est sûr. Quelques instants plus tard, de luxueuses limousines arrivent, transportant de hauts responsables républicains qui en descendent avec assurance et se dirigent vers l'élégant restaurant français. À l'intérieur, le restaurant rayonne de luxe. Intérieurs impeccables, éclairage chaleureux et arômes de la grande cuisine française. Jean-Pierre Labaguette, le chef et propriétaire fier de son établissement, accueille ses invités de marque aux côtés de sa gracieuse épouse, Sylvie. Ils sont conduits dans un salon privé exclusif, orné de lustres en cristal et de banquettes en cuir rouge. Les serveurs se déplacent avec rapidité, servant des boissons et de somptueux plats français. Les républicains se livrent à un festin somptueux, savourant chaque bouchée dans un silence raffiné. Jean-Pierre observe la scène à l'écart, fier, posé et pensif, tandis que ces hommes puissants dînent à sa table, sans se douter que le charme et l'ambition de ce chef pourraient bientôt le mener bien au-delà de la cuisine. Dans un restaurant raffiné appartenant à Jean-Pierre, des figures républicaines influentes se réunissent pour le déjeuner. Parmi elles se trouve le sénateur Jerry Billac, un néoconservateur à l'esprit vif, et Ted Dumby, un politicien ambitieux mais moins populaire. Pendant le repas, le groupe discute de politique, de pouvoir et d'idéologie, révélant leurs divisions internes et leurs ambitions. Après le déjeuner, Billac et Dumby retournent au siège du parti, où des motivations plus profondes émergent. Billac réfléchit à l'histoire et au pouvoir, comparant la politique moderne aux dictatures du passé. Il suggère l'idée de trouver un nouveau type de leader, quelqu'un de persuasif, voire non conventionnel. À la grande surprise de Dumby, Billac laisse entendre que Jean-Pierre, l'éloquent chef français, pourrait être façonné pour devenir leur prochain porte-drapeau politique. La conversation prend une tournure sombre et ambitieuse, révélant jusqu'où il serait prêt à aller pour contrôler l'avenir de la nation. Un violent orage éclate au-dessus de Buffalo, s'abattant sur le siège du Parti républicain. À l'intérieur, des hommes puissants observent les éclairs, replongés dans leurs souvenirs de la guerre du Vietnam. La tempête reflète leurs pensées. Une autre forme de guerre approche, une guerre politique. Alors que la pluie martèle les vitres, les hommes débattent de l'avenir de la nation. Ils se disputent autour des impôts, du pouvoir et de l'image, réalisant que leur parti manque de diversité et d'un candidat irréprochable. Chaque nom figurant sur leur liste est entaché de scandales ou de controverses. Le lendemain, le sénateur Billac et Ted Dumby se rendent chez Jean-Pierre Labaguette, un élégant restaurant français à New York. Séduits par le charme et le raffinement de Jean-Pierre, ils perçoivent en lui un potentiel qui dépasse largement la cuisine. Autour d'un verre de vin et au fil de la conversation, Billac fait une proposition audacieuse, faire de Jean-Pierre le nouveau visage du Parti républicain. D'abord réticent, le chef commence à entrevoir l'opportunité. Une semaine plus tard, il se rend au siège du parti et accepte de les rejoindre. Au siège du Parti républicain à Buffalo, le sénateur Billac et Ted Dumby attendent l'arrivée de Jean-Pierre Labaguette et de son épouse, Sylvie. Le couple élégant fait son entrée, attirant tous les regards par son style français, raffiné et son charme naturel. Jean-Pierre, chef renommé, rencontre les politiciens pour évoquer l'expansion de son empire gastronomique. 2 restaurants français de luxe conçus pour allier art, technologie et gastronomie. Tandis qu'il décrit fièrement sa réussite, Billac et Dumby perçoivent quelque chose de plus. Un homme qui pourrait devenir le visage public idéal de leurs ambitions politiques. Ils lui font alors une proposition audacieuse. Jean-Pierre, comme futur candidat à la présidence, un homme capable de faire le pont entre culture, classe sociale et race. D'abord hésitant, il accepte après les encouragements de Sylvie. Jean-Pierre révèle alors être né aux États-Unis d'un soldat américain et d'une mère française, la dernière pièce du puzzle dont les politiciens avaient de besoin. L'enthousiasme envahit la pièce lorsqu'ils réalisent qu'ils viennent de trouver leur candidat inattendu, un chef français destiné à la politique américaine.
Il y a 40 ans, dans un hôpital militaire en Virginie, un couple franco-américain attendait la naissance de jumeaux. L'accouchement fut tendu, la mère, Noémie, endura un travail difficile, tandis que son mari, le sergent Jonathan Harris, attendait anxieusement à l'extérieur. Enfin, 2 garçons en parfaite santé virent le jour, Jean-Pierre et Pierre-Jean. Peu après, le mariage du couple commença à se fissurer sous le poids de la parentalité. Noémie retourna en France avec ses jumeaux et ouvrit un petit restaurant, Les Jumeaux, où les garçons grandirent en apprenant l'art de la cuisine française. Des années plus tard, Jean-Pierre s'installa aux États-Unis et ouvrit des restaurants français qui attirèrent rapidement l'attention et le succès. Son épouse, Sylvie, géra à ses côtés leur empire en pleine expansion. Un jour, lors d'une réunion au siège du Parti républicain, 2 politiciens, le sénateur Billac et Ted Dumby, rencontrèrent Jean-Pierre et Sylvie. Impressionnés par le charme, l'intelligence et les racines américaines de Jean-Pierre, ils le virent comme une figure politique potentielle. Au siège du Parti républicain, les préparatifs sont en cours pour un événement politique majeur. Jean-Pierre Labaguette et son épouse Sylvie arrivent pour rencontrer le sénateur Billac et Ted Dumby. Une équipe de tournage capte leur charme, tandis que les stratèges de campagne discutent des moyens de transformer Jean-Pierre en figure politique nationale. Son accent français, son charisme et l'élégance de Sylvie attirent rapidement l'attention des dirigeants du parti et des médias. Bientôt, leur campagne se déploie à travers toute l'Amérique. Les Labaguette apparaissent à la télévision, dans les journaux et sur des panneaux publicitaires. Leur image soigneusement travaillée, leur message percutant. La fascination du public grandit à mesure que le couple français devient le nouveau visage du Parti républicain. Leur discours de lancement captive la nation. Jean-Pierre parle de destinée et de leadership, tandis que la prestance de Sylvie séduit les publics partout dans le pays. À la fin de la soirée, les Labaguette ne sont plus de simples étrangers nouvellement arrivés. Ils sont devenus la nouvelle sensation politique de l'Amérique. Au sein du comité démocrate, les membres du parti regardent un journal télévisé montrant l'ascension de Jean-Pierre Labaguette comme nouveau favori républicain. La stupeur et la frustration envahissent la salle lorsqu'ils réalisent qu'un Français est en train de devenir la nouvelle sensation politique américaine. Les dirigeants se précipitent pour enquêter sur son passé, à la recherche du moindre scandale ou secret susceptible de l'arrêter. Quelques jours plus tard, ils ne découvrent qu'un seul élément, un frère jumeau emprisonné en France. Mais avant même qu'ils puissent réagir, toutes les grandes chaînes diffusent le slogan de campagne de Jean-Pierre. Quelque chose mijote dans les annales du pouvoir et l'odeur est irrésistible. Les démocrates restent silencieux, comprenant qu'il est déjà trop tard. Le Français a déjà conquis l'attention de l'Amérique. Jean-Pierre Labaguette, chef français né aux États-Unis, remporte la présidence américaine avec un score écrasant de 76%, mettant fin au règne démocrate et bouleversant le monde entier. Les rues explosent de joie, tandis qu'il entre à la Maison-Blanche aux côtés de son épouse Sylvie, accompagnée du vice-président Jerry Billac et du stratège Ted Dumby. Derrière cette victoire se cache pourtant une vaste manipulation, campagne de rumeurs, accords secrets et jeux politiques qui ont détruit les candidats rivaux. Mais peu après son entrée en fonction, les tensions montent. L'arrogance et l'inexpérience de Jean-Pierre se heurtent à son équipe, tandis que Sylvie gagne discrètement en influence. Les dirigeants du monde entier lui adressent leurs félicitations, mais au sein de la Maison-Blanche, la confusion et le malaise s'installent. Billac et Dumby comprennent alors que l'homme qu'ils ont contribué à faire élire est imprévisible, peut-être incontrôlable. L'ascension de Jean-Pierre devient ainsi non seulement un triomphe politique, mais le début d'un nouveau chapitre dangereux dans l'histoire de l'Amérique.
Jean-Pierre Labaguette, président des États-Unis né en France, arrive avec son épouse Sylvie dans des tenues de créateurs impeccables, captivant la foule rassemblée à l'Ellipse, près de la Maison-Blanche, pour son discours d'investiture. Alors que Jean-Pierre s'apprête à prendre la parole, la tension monte au sein de son administration. Le vice-président Bilac et le stratège Dumby s'inquiètent de son comportement et des troubles qu'il provoque. Lorsque son discours commence, ses paroles s'éloignent du texte approuvé, mêlant ego, confusion et promesses étranges. Il annonce des mesures contre le divorce, introduit des taxes sur les selfies, promeut l'utilisation de l'IA pour surveiller le Congrès et déclare un changement de couleur des uniformes de police. À travers tout le pays, le chaos se propage. Émeutes, disputes et divisions politiques éclatent de l'Utah à New York. Au sein du parti, la panique s'installe. Bilac et Dumby réalisent que les idées irréfléchies du président sont en train de détruire leur soutien. Les républicains remettent en question ses origines, les démocrates se réjouissent de sa chute, et la nation sombre dans le trouble. Sur scène, Jean-Pierre continue de sourire, inconscient qu'il transforme l'espoir de l'Amérique en chaos. Le président Jean-Pierre Labaguette prononce un discours national chaotique, aux côtés de son épouse Sylvie, qui prévoit de réaménager la Maison-Blanche avec des designers français. Il fait l'éloge de son épouse et de son vice-président, puis commence à annoncer des politiques pour le moins étranges, des permis de naissance pour les familles, une production de drogue gérée par l'État, la légalisation de la cocaïne et du cannabis, ainsi que le doublement du mur à la frontière mexicaine avec 45 stations de métro. Il déclare le français comme deuxième langue nationale, prévoit d'inonder le Grand Canyon pour le transformer en Jean-Pierre Lake Canyon, d'imposer une taxe aux voyageurs en surpoids et de vendre la Louisiane à la France ainsi que l'Alaska à la Russie. Il affirme que des substances chimiques sont responsables des questions de genre et propose une surveillance nationale à l'intérieur des foyers. À mesure que son discours décousu se poursuit, républicains et démocrates s'accordent sur un point, il doit être destitué. Sa phrase de clôture le sacre « Guide suprême Jean-Pierre Labaguette », tandis que la nation entière explose de colère et sombre dans le chaos. Au siège du Parti républicain, Bilac, Dumby et d'autres responsables discutent du frère jumeau de Jean-Pierre, Pierre-Jean, emprisonné en France pour avoir tué un intrus qui avait assassiné son épouse. Ils élaborent un plan pour le faire libérer et utiliser son histoire afin de créer un scandale politique destiné à renverser le président. Ils organisent une mission secrète baptisée « Opération Libérer la Grenouille », dirigée par le commandant Lance Forsyth et la Delta Force, sous la supervision du vice-président Bilac. Des renseignements fournis par deux informateurs à l'intérieur de la prison française, le docteur Faik Noah et Beau Bastien Marat, permettent de localiser Pierre-Jean à la prison de Fleury-Mérogis. À l'intérieur de la prison, Pierre-Jean vit dans des conditions extrêmement dures, ignorant totalement que son frère est désormais président des États-Unis. Les informateurs le préparent à une extraction prévue à un moment où les gardiens seront distraits par un match de soccer. Lorsque les hélicoptères arrivent, le chaos éclate. La Delta Force attaque la prison, détruisant les miradors et affrontant les gardiens français. Pierre-Jean est traîné de force vers l'hélicoptère, tandis que les explosions et les tirs se propagent dans la cour. Le docteur Noah et Marat sont tous deux mortellement touchés alors qu'ils tentent de l'aider à s'échapper. Pierre-Jean est évacué par les airs vers un lieu sûr, puis transféré dans une villa secrète dans le sud de la France. Le domaine luxueux est lourdement gardé et il y est maintenu enfermé sous la fausse identité de Monsieur Cassel. Peu à peu, il devient agité, réalisant qu'il reste un prisonnier malgré le luxe qui l'entoure. Sylvie fait irruption dans le bureau de Jean-Pierre, paniquée, décoiffée et visiblement bouleversée. Elle lui révèle que leur fils Patrick souhaite faire une transition et être appelé Patsy.
Jean-Pierre est sous le choc, peinant à accepter que son fils athlétique et masculin veuille devenir une fille. Alors qu'il tente d'encaisser la nouvelle, Sylvie annonce un autre coup de théâtre. Leur fille Jacqueline souhaite elle aussi faire une transition et être appelée Jack. Submergé, Jean-Pierre s'effondre, puis tente de rationaliser la situation, décidant de garder cela secret puisque les jumeaux apparaîtront toujours comme un garçon et une fille. Sylvie salue sa vivacité d'esprit, le rassure quant à sa loyauté et quitte la pièce avec assurance, déclarant que son mari est un dirigeant brillant, capable de gérer les crises avec élégance et vision. Sylvie rebaptise le bureau ovale en bureau du croissant. JP et Sylvie partagent une soirée qui passe d'un dîner décontracté à une profonde conversation philosophique. Ils accueillent un nouveau chef haïtien, fête nationale, dont ils admirent la cuisine. Un scandale télévisé éclate lorsqu'une sextape montrant prétendument JP avec 2 femmes est diffusée à l'échelle nationale. Sylvie réagit avec colère et de manière publique, faisant voler en éclats l'équilibre du foyer. JP affirme que les images mettent en scène son frère jumeau, Peter Jean, et lance une vaste opération de gestion de crise, appelant son équipe, organisant une conférence de presse et niant catégoriquement les accusations. La presse et les conseillers s'agitent. JP devient humilié et frénétique à mesure que la crise s'étend. Sylvie, profondément bouleversée, cherche du réconfort en dehors du cercle familial et entame une liaison avec le préposé à la piscine. JP, désespéré et honteux, s'enfuit avec Fête dans un club libertin masqué. Fête exige alors une récompense. Il veut devenir président d'Haïti. Le président accepte et ordonne les préparatifs d'une invasion pour l'installer au pouvoir. Fête choisit le nom de Oncle Doc et demande également Saint-Barthélemy, ce que le président refuse. Le président repart revigoré et prêt à travailler, soulagé après ces événements chaotiques. L'administration se prépare à mettre le plan à exécution, tandis que JP et Fête retournent à la Maison-Blanche, leur réputation et leur motivation désormais mêlées à des scandales et à des manœuvres politiques. JP ordonne à ses généraux de préparer l'invasion d'Haïti. Fête nationale se tient à ses côtés lorsque JP le présente publiquement comme le nouveau président d'Haïti, désormais appelé Oncle Doc. À travers tout le pays, la panique gagne les gangs locaux qui libèrent leurs otages par crainte du retour des tontons macoutes et des forces américaines. Les otages libérés sont indemnisés et le chef de gang, Barbecue, remet ses objets de valeur en signe de paix. Des célébrations éclatent dans tout le pays, tandis que les Haïtiens acclament leur nouveau dirigeant. Oncle Doc apparaît à la télévision nationale, promettant paix et justice, puis rend visite à JP pour le remercier de l'avoir aidé à accéder au pouvoir. Les républicains, désespérés d'éliminer Jean-Pierre après l'échec du scandale sexuel, tentèrent une série de complots d'assassinat. D'abord, ils recrutèrent José, un Cubain expert du syndrome de La Havane, et le placèrent dans un local de conciergerie près du bureau du président afin de le cibler avec des radiations micro-ondes focalisées. Au lieu de nuire à Jean-Pierre, José s'irradia accidentellement lui-même et s'effondra, mettant fin à l'opération. Ils engagèrent ensuite Igor, un Russe lié à des empoisonnements au polonium, pour préparer un thé au polonium à faible dose, livré par le docteur Guelleman. Mais Jean-Pierre ne fit que gagner en santé, tandis qu'Igor s'empoisonna lui-même et mourut. À court d'options, les républicains engagèrent 2 sicaires colombiens, Pablo et Enrique. Le plan consistait à exécuter Jean-Pierre lors d'un déplacement public. Quelques jours plus tard, alors que Jean-Pierre se déplaçait sur sa trottinette électrique entouré de sa sécurité, 2 motos se faisant passer pour la police s'approchèrent et ouvrirent le feu. Jean-Pierre se laissa volontairement glisser de sa trottinette, provoquant un tir croisé dans lequel les 2 sicaires se tirèrent mutuellement une balle dans la tête. Il survécut totalement indemne.
Lors d'une réunion secrète du Parti républicain, les principaux dirigeants examinèrent la question de savoir si un président en exercice pouvait être poursuivi pénalement. Le vice-président Bilhak, le sénateur Dumby, le procureur général Peterson, l'économiste James Bullard et les conseillers juridiques passèrent en revue des mémos du Office of Legal Counsel datant de 1973, 1974 et 2000. Ces documents soutenaient que l'impeachment est clairement défini par la Constitution, mais que l'inculpation ne l'est pas, et qu'engager des poursuites contre un président en exercice pourrait menacer la stabilité nationale. Le groupe conclut finalement que la règle du DOJ interdisant l'inculpation découle de précédents internes plutôt que de la loi, laissant à la Cour suprême le dernier mot sur la question de savoir si un président peut faire face à des poursuites pénales tout en restant en fonction. Jean-Pierre Labaguette est assis seul dans un vaste manoir de style géorgien, mal rasé et négligé, ruminant les trahisons de ceux-là même qui l'ont porté au pouvoir. Il réalise que des proches alliés ont comploté contre lui, se sent profondément désillusionné et nourrit des fantasmes de vengeance, tandis que la nation manifeste et exige sa destitution. Hanté par les images de l'infidélité de son épouse et par les analyses médiatiques dénonçant les abus de pouvoir présidentiel et la procédure de destitution, il réagit violemment aux images diffusées à l'écran. Ses pensées sont brusquement interrompues lorsque le FBI arrive à sa porte. Les agents Lewis et Milford, accompagnés de nombreux officiers, l'informent qu'il n'est plus président. Il aperçoit Bilhak et Dumby parmi eux, mais tous deux évitent son regard, confirmant ainsi la trahison politique. Après s'être changé, Jean-Pierre est sommé de quitter la pièce. Les agents l'avertissent qu'ils connaissent tous ses contacts et qu'ils le traiteront comme n'importe quel détenu de haut niveau s'il oppose la moindre résistance. Acculé et abandonné, Jean-Pierre finit par se lever et se rend à leur autorité. La presse poursuivait sans relâche les personnalités publiques et Sylvie devint rapidement l'une de leurs cibles. Elle entretenait une relation secrète avec Daniel, un jeune employé de la piscine, qui l'avait profondément marqué sur le plan émotionnel. Son mari, l'ancien président Jean-Pierre, ne suscitait plus son attention, tandis que son attachement pour Daniel ne cessait de grandir. Elle retrouvait Daniel dans des lieux discrets, hôtels isolés et véhicules aux vitres teintées, tentant de préserver leur intimité à l'abri des regards. Cette relation dura un certain temps. Sylvie était consciente des conséquences possibles si la vérité venait à être révélée, notamment pour Daniel. Finalement, un journaliste déterminé parvint à capturer des images montrant Daniel s'approchant du véhicule de Sylvie sur un parking désert, laissant apparaître des détails compromettants, dont une perruque blonde et la plaque d'immatriculation de la voiture. Ces éléments suffirent à dévoiler leur secret, ternissant la réputation de Sylvie et plaçant Daniel face à des conséquences bien plus graves que la perte de son emploi. Fête nationale rencontre Jean-Pierre pour discuter d'affaires. Il le menace de révéler la liaison de Sylvie avec Daniel à l'aide de photographies compromettantes. Fête nationale exige le contrôle des restaurants lucratifs de Jean-Pierre en échange de son silence. Après 2 jours de réflexion, Jean-Pierre, se sentant trahi et vaincu, cède ses restaurants. Il fait face à l'effondrement de sa carrière politique, à une humiliation personnelle, à la préférence de son épouse pour un amant plus jeune, ainsi qu'à la trahison de ses alliés de longue date, ce qui le laisse amer et profondément désillusionné. Le capitaine Humbert Livingston informe JP qu'il a fait libérer le frère de JP de prison et qu'il doit désormais placer JP en état d'arrestation. Humbert lui pose un bracelet électronique de surveillance et le contraint à rester à la Maison-Blanche. JP estime cette arrestation injuste, exige un avocat et apprend que le Congrès a entamé une procédure de destitution.
Humbert cite la Constitution et lui explique que JP ne peut pas se gracier lui-même, puisqu'il fait l'objet d'une procédure d'impeachment. JP est accusé de trahison, de collusion avec des gouvernements étrangers, d'avoir tenté de vendre des territoires américains, d'entretenir des liens avec des séparatistes canadiens, d'avoir planifié un coup d'État en Haïti et de ne pas avoir payé les impôts liés à ces restaurants. Humbert confisque le passeport américain de JP, mais l'autorise à conserver son passeport français périmé, tout en lui interdisant de quitter la Maison-Blanche. JP contacte son avocat, un ancien avocat juif de l'équipe Trump qui a pris ses distances avec les républicains. L'avocat l'avertit que les deux partis politiques s'acharnent contre lui et lui suggère de négocier un échange de prisonniers avec la France. JP est choqué lorsque l'avocat lui réclame une provision d'1 million de dollars, qualifiant cette demande d'extorsion. Après avoir remarqué les pâtisseries de JP et n'avoir pas réussi à en obtenir une, l'avocat quitte les lieux brusquement. Assigné à résidence, JP cuisine pour les agents des services secrets qui apprécient énormément ses plats. Ses pâtisseries et son clafoutis deviennent particulièrement appréciés, lui valant l'admiration des agents tandis qu'il poursuit sa détention. JP devient une cible sur la liste internationale des personnes les plus recherchées en raison de ses ennemis financiers et politiques. Sous surveillance du FBI et contraint par un bracelet électronique au poignet, il décide de fuir vers la France pour y chercher refuge auprès de son frère. Grâce à son accès à des renseignements confidentiels, il contacte George, un chef de coyote mexicain, et négocie sa propre exfiltration hors des États-Unis. Afin de recevoir des instructions en toute discrétion, JP commande de la nourriture dans un restaurant de tacos local, tout en feignant une profonde dépression, ce qui inquiète les agents des services secrets et le médecin de la Maison-Blanche. Lors d'un malaise médical mis en scène, JP parvient à s'échapper de la Maison-Blanche, échangeant sa place avec un homme mexicain déguisé, tandis que des mariachis détournent l'attention de la sécurité. Il s'enfuit dans leur camionnette, reçoit une fausse identité et est déguisé en vêtements féminins. Envoyé vers Laredo en bus, il voyage parmi des inconnus, évitant de justesse les soupçons, et atteint un hôtel où un associé de George lui fournit des vêtements, de la nourriture et un passeport mexicain. Avec leur aide, JP franchit la frontière vers le Mexique, sans contrôle, et poursuit son voyage jusqu'à Cancun, où il embarque sur un cargo en direction de Dunkerque. Durant la traversée, il cuisine pour l'équipage et gagne leur admiration. À l'approche de la France, le capitaine le fait débarquer plus tôt dans un canot pneumatique avec quelques migrants, lui donnant de l'argent en signe de gratitude. Ils accostent sur une petite plage où un camion les attend pour les conduire plus loin à l'intérieur de la France. JP arrive en France et appelle son frère, apprenant que celui-ci s'est remarié. Dans le train qui le conduit vers son village, JP repense à l'effondrement de sa vie aux États-Unis, sa chute politique, la trahison de son épouse, les problèmes de ses enfants, la perte de ses restaurants, ainsi que l'humiliation de l'assignation à résidence et des poursuites judiciaires. N'ayant plus rien, il espère que renouer avec son frère l'aidera à se reconstruire. À son arrivée au village, JP est choqué par l'ampleur des changements. Une atmosphère plus sombre, des habitants distants et une culture totalement transformée. Un trajet en taxi confirme les bouleversements politiques et sociaux, accentuant son sentiment d'aliénation. JP retrouve son frère PJ et sa nouvelle épouse, remarquant des signes laissant penser que PJ s'est converti à l'islam. PJ semble apaisé, détaché des préoccupations matérielles. JP découvre que l'ancienne église a été transformée en mosquée et observe de nombreux changements culturels visibles dans la communauté. PJ emmène JP dans un restaurant influencé par la culture indienne et pakistanaise et lui révèle qu'il tient désormais un kebab et qu'il a adopté une nouvelle foi. Submergé, JP confie ses propres pertes. Plus de famille, plus d'argent, plus de statut et la fin de sa présidence américaine remplacée par l'IA. PJ avoue à son tour qu'il est également sans emploi, le restaurant étant dirigé par le frère de son épouse.
Il passe désormais son temps à étudier le Coran et à prier, ayant embrassé une nouvelle identité tout en conservant quelques anciennes habitudes.